Salut Florian Salut Sophie et bienvenue à tous nos auditeurs qui nous rejoignent sur YouTube ou sur podcast. Bienvenue dans ce nouvel épisode du Courrier de la Sterne où on vous parle de nos découvertes des 7 derniers jours. Comment ça va Sophie ? Ben, ça va bien, ça va bien. Il paraît que t'as plutôt chaud en France. Il paraît que j'ai plutôt chaud, oui. Et d'ailleurs, tu as eu chaud il y a quelques instants puisque tu as fait le lancement de l'émission. Je suis très content. Tu vois, rien ne va plus. Je repose ma voix un tout petit peu. C'est terrible. Effectivement, il fait chaud. Il fait chaud chez nous. Bon, évidemment, les auditeurs et les auditrices qui nous écoutent n'auront peut-être pas cette température lorsqu'ils écouteront l'épisode. Mais il fait chaud chez nous. Et toi, de ton côté en Afrique du Sud ? Bah nous, on sort de l'hiver, alors tu sais, c'est encore... c'est pas très chaud, c'est chaud pour des températures françaises, mais pour nous, c'est pas très très chaud. On rentre à peine dans les 30 degrés pendant la journée, donc c'est pas si chaud que ça encore. Oui, effectivement. Voilà. Nous, on dépasse allègrement ces 30 degrés. Exactement. Tu nous parles de quoi aujourd'hui ? Aujourd'hui, on va aller du côté des oiseaux marins et on va parler des fous de bassin. Et moi, je vais aller du côté du désert et je vais vous parler de corvidés. Et on va voir des corvidés très spéciaux ensemble. Peut-être que tu veux commencer du coup par nous parler de la latéralisation des fous de bassin. C'est un gros mot, désolé. Non, on va l'expliquer. On va expliquer tout ça. Écoute, pour commencer, les fous de bassin, déjà, qu'est-ce que c'est ? Bon, si vous connaissez pas la bestiole, c'est un gros oiseau marin avec un bec assez long et pourvu de sortes de petites denticules très acérées pour choper du poisson. Et cet oiseau-là, il a une particularité, c'est-à-dire qu'il va plonger, un peu comme un cormoran en quelque sorte, pour aller chercher du poisson sur la surface. Donc il vole au-dessus de l'eau, et puis il plonge comme ça, tout droit, quasiment tout droit, en piqué, pour aller prendre son poisson qu'il voit sous la surface de l'eau. Alors ces fous de bassin, les scientifiques s'y sont intéressés dernièrement et ils ont regardé si ils étaient plus droitiers ou plus gauchers. Alors en quoi c'est intéressant tout ça ? Parce qu'après tout on s'en fiche un petit peu. Vous savez très bien que chez les humains on a plus de droitiers que de gauchers par exemple. On est en train d'étudier ça assez bien, c'est encore un sujet qui fait pas mal de débat d'ailleurs, parce qu'il y a des recherches sur le sujet pour savoir comment ça fonctionne, d'où ça vient, etc. Et puis on s'est intéressé de savoir si c'était aussi le cas chez d'autres animaux, donc ceux qui font de l'équitation le sauront certainement s'ils font de l'équitation à haut niveau, par exemple les chevaux. Certains préfèrent le côté droit et d'autres préfèrent le côté gauche. Ça se voit quand vous les faites tourner et que vous êtes dessus, il y a un côté qui est un peu plus raide que l'autre, et c'est généralement le côté qu'ils n'aiment pas. Voilà. Et donc chez les oiseaux, ça marche aussi, vous avez aussi des oiseaux droitiers et des oiseaux gauchers. Par exemple, chez les perroquets, c'est assez simple à voir d'ailleurs, c'est que si vous avez un perroquet en captivité, vous allez voir qu'il va interagir avec le monde autour de lui d'une de ses deux pattes principalement, et ça va être la patte qui va être préférée, ça va être la patte, soit la patte droite, soit la patte gauche, mais vous verrez qu'il va soit choper sa nourriture, soit choper ses joujoux, ou attraper les trucs principalement d'une patte qui va être sa patte dominante. Qui peuvent parfois aider l'animal dans son milieu naturel, notamment pour sa survie, c'est ce qui avait été étudié chez des poules. Et les poules qui sont latéralisées, qui sont donc capables d'être plus efficaces d'un côté que de l'autre, en fait, sont plus efficaces pour arriver à manger des trucs, à trouver des vers, à trouver des graines, à picorer et tout ça, tout en surveillant les environs autour. Donc en fait, là, on est sur une stratégie de survie qui est liée à la latéralisation donc de l'animal, savoir s'il est droitier ou gaucher. Et ça, c'est assez intéressant. Je me permets de t'interrompre, parce que tu dis chez les poules, c'est chez toutes les poules ou uniquement chez certaines ? Et du coup, pourquoi c'est présent chez certaines, si c'est le cas ? Alors, c'est présent uniquement chez certaines. Il y a certains animaux qui n'ont pas vraiment de préférence, et c'est pour ça qu'ils ont réussi à savoir et à voir la différence entre les deux, en fait, entre les poules qui avaient effectivement une préférence pour un côté ou l'autre, et les poules qui ne l'avaient pas. Et c'est comme ça qu'ils ont remarqué qu'il y en avait qui étaient plus performantes que d'autres, en fait, dans la recherche de nourriture et la surveillance pour les prédateurs. Okay. C'est intéressant. Moi, je trouve que c'est intéressant. Parce que c'est vraiment une stratégie de survie, là, pour le coup. Donc, c'est intéressant parce que c'est favorisé, dans ces cas-là, par l'évolution pour la survie.
donc c'est quelque chose qui va se retrouver plus facilement. Et ce qui les intéressait aussi, c'était de savoir chez les fous de bassin, du coup, est-ce que c'était quelque chose qu'on pouvait aussi observer, parce qu'après tout, chez d'autres oiseaux comme les perroquets ou les poules, on le voit. Ou pourquoi pas chez les oiseaux marins, et chez les oiseaux marins ça n'a pas été prouvé, il y a 2-3 petits trucs peut-être où on se dit que c'est possible, mais pour l'instant les études n'avaient rien prouvé de vraiment sûr. Et là dans celle-là ils se sont dit bon on va essayer de voir si ça marche chez les fous de bassin, parce que on en a pas mal, ça peut peut-être marcher. Et alors ils se sont amusés à mettre des petits capteurs sur les fous de bassin qui leur ont permis de savoir quand le fou faisait un piqué, un plongeon pour aller récupérer du poisson, de quel côté ils tournaient. Parce qu'en fait, quand les fous ils plongent, alors je sais pas si tu le sais, mais en gros ils volent comme ça, et puis ils commencent à se mettre un peu en piqué, sauf qu'au moment de se mettre en piqué, ils tournent un peu pour mieux prendre l'angle pour descendre, et après ils replient les ailes contre le corps, et ils descendent complètement, ils rentrent sous la surface de l'eau. Donc je suppose que là tu es en train de mimer le mouvement, mais comme du coup on est en train de parler. Faut imaginer, là je suis derrière mon écran et tout. Je suis en train de mimer le mouvement des ailes de l'oiseau là. Faudrait l'image vraiment. Mais en gros, voilà, donc juste avant de plonger, il va tourner d'un côté ou de l'autre pour avoir un angle qui lui convient le mieux pour rentrer sous l'eau. Et ils sont intéressés à savoir si les oiseaux tournaient plus volontairement d'un côté que de l'autre en fonction des individus. Et ils ont trouvé qu'effectivement, chez les fous de bassin, il y avait des droitiers et il y avait des gauchers. C'est-à-dire qu'il y en avait qui étaient capables de tourner principalement sur la droite ou d'autres qui tournaient principalement sur la gauche. Alors attention, on parle pas de politique ici. On est juste sur la position du corps, hein. On ne dit pas qui vote à gauche ou quoi, mais en gros, il y en a qui sont plus à gauche et d'autres qui sont plus à droite. Et du coup, est-ce que ça a une influence sur la qualité de la pêche, par exemple, chez ces fous de bassin ? Alors, on ne sait pas encore. Ok. Pour l'instant, tout ce qu'ils savent, c'est qu'il y en a qui préfèrent le côté droit et d'autres qui préfèrent le côté gauche, c'est tout. Mais ils n'ont pas vraiment déterminé, parce que visiblement les deux avaient l'air d'arriver à prendre du poisson, hein. Ça n'avait pas l'air d'être un problème. Et d'ailleurs, je pense que c'est même pas, en tout cas d'après leurs études, c'est même pas un problème de survie pour eux, parce que on trouve plus, pas comme chez les humains, il n'y a pas une différence entre le nombre d'individus qui sont droitiers et le nombre d'individus gauchers. On a plus de droitiers que de gauchers chez l'humain, par exemple. Là, chez les fous de bassin, en fait, on a 50-50. Donc on va avoir 50% de droitiers, 50% de gauchers, et ça n'a pas l'air de vraiment poser un problème. Ah oui ? Ouais. On est vraiment sur du 50-50 ? Quasiment. Waouh. Ouais. Ok. Attends, si je te retrouve le nombre d'individus qu'ils ont étudié exactement... Parce qu'encore une fois, hein, le nombre d'individus étudiés, si vous avez 2 individus et que vous avez une proportion de 50-50, c'est pas très significatif. Il faut quand même des grands chiffres. C'est ça. Non, 51 oiseaux ils ont pris au total. Ok. Voilà. Donc on est pas mal. Et puis bon, après, ils ont fait des stats dessus, évidemment. Mais si vous regardez la publication originale, je mettrai le lien. Je t'enverrai le lien. Mais non, attends. Autant pour moi, ils en ont tagué 71 au total, pas 51. Autant pour moi. Ok. C'est encore mieux. C'est encore mieux. Et au total, ils ont fait du monitoring sur un peu plus de 2000 plongeons sur ces 71 individus, ce qui est quand même pas si mal pour avoir un bon ratio de nombre de plongeons par individu. Et ouais, il y en a qui sont vraiment très très droitiers, il y en a qui sont vraiment très très gauchers, il y en a qui sont un peu au milieu. Il y a un graphique qu'ils ont joint avec la publication qui est pas mal. Donc c'est intéressant, parce que pour l'instant ça n'avait pas été trouvé chez un oiseau marin, pour la simple et bonne raison que comment est-ce que tu arrives à déterminer qu'un oiseau marin il est gaucher ou il est droitier ? C'est un peu compliqué. Mais c'est vrai que l'idée des plongeons, le fait justement qu'ils plongent pour indiquer cette latéralisation, c'est, comment dire, plutôt logique finalement d'avoir étudié cette latéralisation par ça. Bah, c'est intéressant parce qu'en fait on n'a pas trop d'autres moyens de le faire. Si tu regardes les perroquets, ils regardent le monde avec... Enfin, ils regardent le monde. Ils interagissent avec le monde avec leurs pattes, avec leur bec. C'est un peu comme un petit enfant en fait. Ils vont prendre les choses, ils vont attraper avec leurs pattes, ils vont le porter au bec généralement. Ou alors ils vont faire l'inverse, mais ça dépend.
Mais en gros, c'est les deux points d'interaction vraiment avec le monde. Alors qu'un oiseau marin, au final, les pieds, ça sert juste à se poser, puis c'est à peu près tout. Alors ils avaient fait un test à la rigueur chez les cacatoès. Il y avait une publication là-dessus où ils avaient regardé la latéralisation des cacatoès et pour éviter d'avoir un biais dû au fait que l'animal est mis en cage et peut-être a pris des habitudes qui sont liées à sa captivité, ils avaient regardé cette fois-ci sur des cacatoès sauvages quels pieds ils utilisaient pour se propulser dans les airs lorsqu'ils décollaient. Et ça peut être une idée aussi, parce que du coup c'est le pied qui est le plus fort en quelque sorte, qui va propulser vraiment, qui va donner la dernière poussée pour les cacatoès. C'est quand même des oiseaux assez lourds, mine de rien, hein, donc faut pousser un petit peu. Et voilà, c'était une idée. Alors je suis pas sûre vraiment que la jambe d'appui soit aussi vraiment liée, je sais pas à quel point c'est aussi la patte qu'ils vont utiliser pour manipuler les trucs autour d'eux, mais bon, c'était aussi une méthode intéressante qu'on aurait peut-être pu utiliser pour les fous à la rigueur. Je sais pas si... Il y avait chez le corbeau de Nouvelle-Calédonie, ouais. Ils avaient trouvé la latéralisation en fonction de la manière dont le corbeau découpait les feuilles de Pandanus, puisque le corbeau de Nouvelle-Calédonie découpe les feuilles et les utilise, les fabrique un espèce de crochet pour récupérer les insectes à l'intérieur des troncs. Et ils en avaient conclu que les oiseaux étaient davantage droitiers parce que les oiseaux coupaient les feuilles du côté droit et pas du côté gauche. Donc il y avait ça aussi qui avait été réalisé. Oui, c'est vrai. À ce niveau-là. C'était marrant ça. On retrouve aussi cette latéralisation chez les corvidés. On a l'air de la retrouver vraiment chez pas mal d'animaux au final, parce que là je parlais des chevaux tout à l'heure, mais on est vraiment sur beaucoup d'animaux qui l'utilisent et ça a l'air d'être une stratégie de survie dans pas mal de cas. Donc c'est très intéressant. Alors je sais pas à quel point c'est lié, comme tu disais, à la capture des proies chez les fous de bassin, parce que là on est aussi sur de la survie, mais pour l'instant ils n'ont pas trouvé. Peut-être dans les études prochaines, j'en sais rien. C'est pareil, il n'y avait pas d'explication sur est-ce que les corbeaux de Nouvelle-Calédonie qui sont droitiers sont plus expérimentés que ceux qui sont gauchers ou pas. Ça je sais pas du tout. Peut-être d'autres études qui ont été faites là-dessus. Ce qui m'amène à parler de corvidés. On est reparti. Smooth. Pas mal. Ce qui m'amène à parler de corvidés et de corvidés particuliers. Est-ce que tu connais les podos? Oh, les podos, c'est donc ceux-là. Eh oui, c'est donc ceux-là. Donc tu les connais du coup. Un petit peu. Les podos. Mais alors qu'est-ce que c'est que ces corvidés qui sortent de nulle part? Un podos, pour résumer, c'est un corvidé, mais qui se déplace comme un géocoucou ou comme une autruche. Bon, lui il vole par rapport à l'autruche. Ouais. Et qui a un cri de mésange pour certains individus, ou un cri de voiture qui démarre pas, mais j'ai l'impression qu'il y a beaucoup d'oiseaux qui ont ce cri de voiture qui démarre pas. Donc du coup on restera sur la mésange. Alors le podos, qu'est-ce que c'est? En gros, pour faire simple, c'est un corvidé qui ressemble à un geai. Voilà, on a vraiment des couleurs très proches du geai des chênes que l'on connaît, sans forcément cet éclair bleu très caractéristique que l'on a sur le côté sur le bord de l'aile. Mais on reste vraiment sur ces teintes un peu rosâtres, un peu blanches, avec un peu de noir, vraiment des couleurs assez typiques de ce qu'on peut trouver chez le geai des chênes, et aussi chez ces sous-espèces. Parce qu'il y a environ une trentaine de sous-espèces de geais des chênes dans le monde, j'ai même envie de dire en Europe et en Asie, puisque c'est un oiseau que l'on trouve uniquement dans ces régions-là. Et force est de constater que on a donc un oiseau qui ressemble à un oiseau que l'on connaît très très bien, mais qui a plusieurs particularités. La première particularité, c'est que les podos vivent dans les déserts.
et vivent dans les déserts. Alors, ils vivent dans les déserts où on a de la Mongolie, on a de la Chine, on a un peu de Russie aussi. On a de l'Iran, on a de l'Ouzbékistan et du Kirghizistan. Donc, on se retrouve du côté plutôt de l'Asie plutôt que du côté de l'Europe. 4 espèces qui existent de podos. On a le podos de Anderson, le podos de Plesk, le podos de Bidolph et le podos de Pander, qui sont donc ces 4 espèces que l'on retrouve. Et j'ai parlé de géocoucou tout à l'heure. Eh ben, il faut savoir en fait que ces oiseaux ont développé des assez longues pattes qui leur permettent justement de courir dans le désert. Alors ils volent, contrairement comme je l'ai dit à l'autruche par exemple. Ces oiseaux sont totalement capables de voler, sauf qu'ils volent beaucoup moins que les autres espèces de corvidés que l'on connaît, que l'on trouve dans nos forêts ou que l'on trouve parfois dans nos villes. Donc on a vraiment affaire à des oiseaux qui sont davantage coureurs plutôt que des oiseaux qui vont voler. Ce qui montre encore une fois quelque chose, c'est que un oiseau qui n'a pas de prédateur, eh bien, va perdre cette capacité de vol, ou quasiment perdre cette capacité de vol, parce que tout simplement il n'en a plus besoin. Là en l'occurrence, le podos utilise surtout cette capacité pour rejoindre son nid et pour parcourir éventuellement de petites distances si jamais un prédateur se présente. Mais les prédateurs sont plutôt rares et ils vont surtout s'attaquer au nid des podos. On va y revenir d'ici quelques instants. Justement, le podos il vit dans le désert. Cet oiseau il fait à peu près entre 25 et 32 cm. Donc ce sont des oiseaux avec des tailles intermédiaires. La femelle, pour la grande majorité des podos, est légèrement moins grosse que les mâles. Ça se joue à une dizaine de grammes, mais généralement il y a une petite différence qui peut se faire. D'accord. Et il faut savoir que les podos sont des oiseaux qui nichent dans des arbustes que l'on trouve dans le désert. Alors on n'a pas énormément d'informations sur ces oiseaux, ce qui est toujours problématique lorsqu'on parle de certaines familles d'oiseaux, puisque là on se retrouve avec une famille d'oiseaux. Néanmoins, on a quand même quelques travaux qui ont été effectués. Il y a même un programme de recherche qui a été réalisé par l'OSME, qui est l'Ornithological Society of the Middle East, the Caucasus and Central Asia. Donc ils ont fait une petite recherche sur le podos de Pander, qui est un oiseau qui habite généralement dans le désert de Kizilkoum et qui se trouve quasiment uniquement dans cette zone. C'est aussi le cas d'un autre oiseau qui est le podos de Budolf, que lui on retrouve uniquement dans un désert dans le Xiaojing, qui est le désert de Taklamakan, si mes souvenirs sont bons. Donc voilà, on se retrouve avec des oiseaux qui ont vraiment une très très petite aire de répartition, qui sont présents vraiment à des endroits très spécifiques, mais qui sont finalement assez peu étudiés. Et donc il y a une publication et une étude qui a été réalisée sur le podos de Pander, et ils ont étudié la vie, la biologie et plus précisément la reproduction de l'oiseau. Et ils se sont rendus compte que 42% des oiseaux qui avaient été étudiés est bien niché dans ce qu'on appelle le sarsol blanc, donc qui est un arbre qui se situe dans les déserts. Il y avait aussi des Caligonium, désolé je lis mal mes notes parce que j'ai écrit mal. C'est des noms compliqués. C'est des mots compliqués, surtout quand tu les écris mal, ça va pas du tout. Mais voilà, il y a des arbustes entre guillemets qui sont très important pour ces oiseaux-là, et c'est pour ça qu'il est important de les protéger. On a certains oiseaux qui vont nicher que dans des lieux précis, dans des arbres précis, et on a l'exemple ici avec ce podos. Le podos qui est soumis à une énorme prédation, surtout les jeunes oiseaux qui sont soumis à une énorme prédation, qui peuvent être chassés par des renards, qui peuvent être chassés par des varans, qui peuvent être chassés par des serpents. Donc finalement on a un taux à l'envol, un succès à l'envol de 20%, ce qui est extrêmement faible. Beaucoup, et ce qui est problématique, c'est que l'Union internationale pour la conservation de la nature considère la grande majorité de ces oiseaux comme étant en préoccupation mineure. Le souci, c'est que on a des zones qui sont
assez peu visités, avec des programmes de conservation qui sont extrêmement récents, avec un impact de l'homme qui n'est quasiment pas mesuré, même si pour le coup on est sur des environnements qui n'ont pas trop changé, puisque on est sur des déserts, donc pas forcément des lieux où les gens vont s'installer. Mais on a quand même de très très grosses inconnues sur la présence de ces différentes espèces, que ce soit le podos, de Pandère ou les autres, vis-à-vis justement de leur présence dans les différentes aires de répartition. Donc il y a toute une petite étude qui a été réalisée sur le podos de Pandère, qui ressemble d'ailleurs un peu à un traquet, je trouve, de loin. Vous verrez les images. Moi je trouve que ça ressemble quand même beaucoup à un traquet. Donc une étude qui a été réalisée en 2020, qui parlait justement de la conservation du Turkestan ground jay, comme les appelle l'anglais, à savoir le podos de Pandère. C'est un oiseau qui est omnivore, qui va chercher sa nourriture dans le sable. D'ailleurs, autre particularité, il a un bec assez courbé, qui lui permet justement de chercher des insectes dans le sable, mais aussi, et ça c'est quelque chose qui est assez, apparemment qui a un comportement qui n'a pas été plus documenté que ça, c'est que lorsque des tempêtes de sable ont lieu, bon, il se passe rien pour le podos, hein, il laisse passer la tempête de sable, il est pas fou, mais lorsque ces tempêtes de sable passent, eh bien on a un oiseau qui va prendre des bains de sable, et on ne sait pas trop pourquoi pour l'instant. D'autant que c'est un oiseau qui habite justement dans un environnement désertique, donc du sable il en a tout le temps. Donc pourquoi attendre les fins de tempête de sable? C'est une bonne question. C'est donc voilà, j'ai trouvé cette information. Je sais pas si elle est vérifiée et vérifiable pour l'instant, mais c'est un petit petit comportement qui me surprend un petit peu. Donc le podos. Oui. Est-ce que le bain après la tempête de sable, en fait, ce serait pas juste l'oiseau qui essaie de se débarrasser de ce qu'il a récupéré comme sable dans ses plumes, mais qui n'est pas spécialement en train de prendre un bain, qu'il est juste en train de s'épouster en quelque sorte? Ah ouais, mais dans ce cas, pourquoi tu t'épousettes en mettant du sable sur toi? En mettant du sable. Ça n'a pas de sens. Ça dépend. Ça n'a pas de sens. Ouais. Si, parce oui. Que vraiment, il se met dans une grosse cuvette et vraiment il creuse la cuvette, il creuse la cuvette dans le sable. Donc, ce serait, je sais pas moi, ce serait un peu idiot, non? Ouais, je sais pas, dans ces cas-là, ok. Non, voilà, le podos, oiseau que j'ai découvert cette semaine. Famille d'oiseaux que je découvrais cette semaine, et corvidés dont j'ignorais vraiment l'existence, parce que mince quoi, quand même des oiseaux très très particuliers. Et toi, tu les connaissais du coup? Ouais, je me suis jamais vraiment intéressée. Comme tu dis, il n'y a pas beaucoup de recherches qui ont été faites sur le sujet. C'est juste que par acquis de conscience, j'avais regardé un peu tout ce qu'il y avait dans la famille, dans les corvidés, mais à part ça, j'ai pas poussé plus que ça. C'est vrai qu'ils sont intéressants comme oiseaux, c'est pas commun, j'ai envie de dire. Mais ouais, non, pas plus que ça. Malheureusement, ça fait partie de tous ces oiseaux. Il y a tellement d'espèces d'oiseaux qu'on n'a pas forcément des données sur tout, et c'est dommage, mais c'est comme ça, malheureusement. Oui, puis on a aussi, là on parle certains pays. Il y a un oiseau qui est endémique d'Iran, je sais plus lequel c'est le podos de Plesk, qui ne se situe qu'en Iran. Ouais. On a des conflits géopolitiques qui ont lieu actuellement du coup en Iran. Donc c'est aussi des limitations qui ont malheureusement lieu vis-à-vis de la recherche scientifique au sens large du terme, hein, pas que l'ornithologie. Donc voilà, c'est souvent dans des pays assez inaccessibles finalement qu'on retrouve des espèces assez originales qui mériteraient d'être beaucoup plus étudiées. Mais il y a même des espèces très 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 connues en France, hein, dont on ne connaît pas vraiment très très bien l'écologie, hein. Certaines espèces qui sont tellement discrètes que on a parfois des informations qui sont très
très superficielle les concernant, et pourtant ce sont des oiseaux qu'on connaît très bien, quoi, hein. Mais des fois, voilà, ces oiseaux sont beaucoup plus difficiles à trouver, et on n'a pas forcément l'étude, la possibilité de les étudier en tant que tels, quoi. Hélas. Et puis après, on peut se poser la question aussi, pour tous ces oiseaux qui vivent dans des déserts, à quel point le réchauffement climatique aura un impact sur leur conservation. Parce que ça encore, vu qu'on ne connaît pas vraiment les effectifs de base, on n'a pas vraiment de chiffres sur leurs effectifs actuels ou sur ce qu'il y avait il y a quelques années, vu que ça n'a pas vraiment été étudié. Du coup, à quel point est-ce qu'on pourra dire, est-ce que le réchauffement a eu un impact sur eux ou pas ? J'avais écouté la conférence d'un chercheur qui était très intéressante sur les adaptations des oiseaux à la chaleur, et notamment des oiseaux qui vivent en Afrique, dans certains déserts africains. Et il expliquait que bon, il y avait pas mal d'adaptations à la chaleur, mais que l'oiseau ne pouvait pas, de par sa biologie, aller au-delà d'une certaine température. Au bout d'un moment, il finit par cuire, hein, comme tout le monde. Et même s'il a des adaptations pour la chaleur, il y a un moment où c'est trop. La température devient trop forte, et puis c'est fini. Donc je sais pas à quel point... Je fais une petite recherche sur les podoses via l'IUCN actuellement, pour voir un petit peu si on a des oiseaux, si on a des chiffres. Des podoses justement qui sont des chiffres. Parce que si vous allez sur le site de l'IUCN, hein, c'est absolument pas un truc qui est réservé aux scientifiques, pas du tout. Vous avez ce qu'on appelle la Red List. Et si vous rentrez le nom d'un oiseau ou d'un animal en tant que tel, hein, qu'importe si c'est un oiseau ou un mammifère ou un insecte ou autre, vous avez une liste donc qui est donnée, et on a un certain nombre d'individus qui sont transmis sur cette liste, et on peut avoir le nombre d'individus matures, qui est en gros en fait le nombre d'individus qu'on peut trouver dans la nature. Et là, pour le podos de Pander dont on parlait, qui est en diminution, qui est toujours placé en préoccupation mineure, et le nombre d'individus matures est inconnu. Voilà. Et il est placé en préoccupation mineure. C'est certainement pour ça qu'il est placé en préoccupation mineure, c'est parce qu'il n'y a pas de données. Mais du coup, pourquoi ils l'ont pas placé en data deficient à ce moment-là ? Tu peux le placer en data deficient, mais le problème c'est qu'il faut que quelqu'un s'y intéresse. Il y a tellement d'espèces sur l'IUCN, ils n'ont pas forcément le temps de s'occuper de tout. Et à moins que quelqu'un leur dise il y a un problème là, ça changera pas. Et puis même comme donc ça. Voilà, n'hésitez pas à vous y rendre, c'est l'IUCN Red List, et vous tapez ensuite le nom de l'animal, et puis vous aurez accès à des tas d'informations sur sa présence, sur aussi les dangers qui le menacent, sur l'habitat qu'il peut avoir, voilà, plein d'informations qui sont plein d'informations qu'on peut retrouver très très facilement sur ce site. Et il y a beaucoup de choses sur les plantes aussi, si ça vous intéresse. Il n'y a pas que les animaux. Absolument. Devenez botaniste. Apparemment, on en a pas. Apparemment, ils sont en voie d'extinction eux aussi. Hélas. Hélas. C'était un super épisode encore une fois. Merci beaucoup Sophie de m'avoir accompagnée. Merci à toi. Pour cet épisode. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose ? Oh non, je pense que ça ira. C'est déjà un peu long pour aujourd'hui, je crois. Écoute, on va du coup conclure ici. Un grand merci à vous tous et à vous toutes de nous avoir écoutés, d'être de plus en plus nombreuses et nombreux à nous écouter sur PodCloud, sur Spotify, sur Deezer, sur YouTube, pour ceux qui veulent nous retrouver sur YouTube. Vous pouvez aussi nous retrouver sur Twitter @podcdls, et d'ici là on vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode du Courrier de la Sterne. Salut à tous et salut à toutes. Bye bye.